Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série, la tragique histoire du bulldozer samoan Umaga. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, on avait vu comment s'était passée sa première période à la WWE avant de se faire virer en 2003, comment il a réussi à progresser sur le circuit indépendant et notamment au Japon pour finalement être prêt à débuter dans un nouveau personnage en avril 2006. Dans ce nouvel épisode, vous apprendrez entre autres comment Umaga a terrorisé le roster pendant des mois après ses débuts, comment il a obtenu des victoires de prestige contre Triple H, Shawn Michaels et même John Cena, mais aussi comment un incident dans un show au Mexique a failli lui coûter sa place dans l'attraction principale d'un des WrestleMania les plus regardés de tous les temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la tragique histoire du bulldozer samoan Umaga. C'est parti! On est le 3 avril 2006, juste après WrestleMania 22. Ric Flair est dans le ring avec Armando Estrada et le businessman cubain a quelqu'un à présenter au Nature Boy. Et on assiste à ce moment-là à la première apparition officielle du personnage de Umaga. Pour l'anecdote, c'est un mot qui désigne la dernière étape et la plus douloureuse du processus de se faire tatouer en samoan. Ça veut dire la fin. Et je trouve que c'est parfait pour une bête sauvage qui vient pour détruire tout le monde. Ça connote une idée de boss final. Pour cette première apparition, il y a plusieurs choses à remarquer. Il n'a pas encore de dreadlock au niveau de son cheveu. Il a un piercing dans le nez. Il n'a pas encore de bandage au niveau de son pouce. Mais par contre, on ressent déjà un côté sauvage et tribal grâce à un theme song avec des tambours et la peinture sur le visage. Personnellement, j'aime moins cette version-là que celle qui est restée la plus connue de Umaga. Mais il ne faut pas oublier que la création de ce personnage et son lancement se sont faits dans la précipitation dans les jours précédents. On peut dire que c'était encore en rodage à ce moment-là. Pour autant, il a quand même tatané Ric Flair avec notamment la prise que j'adore et qui va devenir une de ses signatures, le Samoan Wrecking Ball, où il fonce sur l'adversaire assis dans le coin du ring et lui explose la tête. Il n'avait pas non plus le fameux Samoan Spike, sa prise de finition destructrice avec son pouce, qu'il va commencer à faire dans les semaines suivantes. Un élément génial qu'on remarque déjà, c'est que c'est une bête sauvage qui n'obéit qu'à son maître, Armando Estrada. Et de manière générale, il ne parlera pas anglais, ce qui lui donne encore plus un côté animal, avec ses propres règles, qu'on ne peut pas contrôler. Les semaines suivantes, des ajustements vont être faits pendant que Umaga enchaîne les destructions de ses adversaires. Dans son premier match télévisé, une semaine après avoir attaqué Ric Flair, il va défoncer Chris Guy, qu'on connaît mieux sous le nom de Colt Cabana, l'ancien ami de CM Punk. Et à ce moment-là, il a les dreadlocks et une sorte de variante du Samoan Spike qui ressemblait plus à une soumission à cette époque. Mais ça deviendra définitivement le Samoan Spike impactant et brutal dès les matchs suivants, avec ce fameux bandage qui donne encore plus d'aura à cette prise. Notamment quand il va détruire Ric Flair à Backlash en un peu plus de 3 minutes. Vous vous rendez compte de ces débuts incroyables ? Enchaîner des victoires expéditives et massacrer une légende comme Ric Flair en aussi peu de temps pour son premier match en pay-per-view. Ça, c'est impressionnant. Je suis fan et c'est comme ça qu'une superstar devient direct hyper crédible. En plus, ce personnage de Umaga s'inscrivait dans une tradition culturelle de combattants samoans, puisque dans les années 70, le High Chief Peter Maivia, le premier samoan qui a été à la WWE, catchait lui aussi pieds nus et était un des premiers à avoir des tatouages à l'époque. À toute cette période, on peut aussi noter que pendant cette série d'invincibilité, le 26 juin 2006, il a affronté le Buff Kamala, dont ça allait être la dernière apparition à la WWE, et qui était en quelque sorte le prototype du Monster Heel dans les années 80-90, et clairement une source d'inspiration. On peut dire qu'il y a eu un passage de témoin entre les deux monstres ce jour-là. Et pour l'anecdote, Kamala a même un jour formé une tag team avec Sika, l'oncle de Umaga. Je dois aussi dire que j'adore le fait qu'il crie en samoan, qu'il soit pieds nus. On a l'impression de voir un guerrier qui arrive tout droit de la forêt
pour faire régner sa loi. Une autre qualité que je trouve incroyable pour un mec de son gabarit, c'est son agilité et sa rapidité. Le commentateur Jim Ross a d'ailleurs dit de lui: Umaga était incroyable athlétiquement pour un gars aussi gros. C'était un super poids lourd qui avait des pieds de poids lourd léger. On peut dire qu'il a vraiment le total package. Aussi bien le look, l'attitude que les capacités in-ring. Et ça a forcément dû inciter encore plus les officiels à le mettre en avant. Et c'est ce qui va arriver, puisque dans l'Euro du 17 juillet, il va réussir à battre le poster boy de la compagnie, John Cena, en lui faisant le tomber après le Samoan Spike. Alors certes, dans ce match, Edge, qui était champion à ce moment-là, était intervenu. Mais c'est quand même énorme de gagner contre le top guy de la WWE, je trouve. Même dans sa vie privée, les choses se passaient mieux pour Umaga. Alors que depuis des années, il se battait pour subvenir aux besoins de sa famille, comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Il a pu déménager à Houston, dans le Texas, en 2006, où il a acheté une maison pour sa famille avec l'aide de son ami Shelton Benjamin. Ça a pu améliorer le quotidien de ses proches, d'autant plus qu'il vivait en Floride juste avant, un état qui avait été touché par l'ouragan Katrina en août 2005, ce qui était aussi une des raisons pour lesquelles Umaga voulait faire déménager sa famille. Il tenait également à ce que ses fils fassent du football américain, et ils auraient bien plus d'opportunités à Houston pour ça. Il voulait vraiment améliorer la vie de ses enfants, et c'est beau qu'il ait pu le faire, grâce à sa mise en avant à la WWE à l'époque, et grâce à des années d'efforts. Pour l'anecdote, pour l'anniversaire de son plus jeune fils Zilla à l'époque, Umaga lui avait offert un chien qui s'appelait Ous. C'est une époque où à chaque fois que son père rentrait à la maison quelques jours, Zilla et lui étaient très proches et étaient tout le temps ensemble. Son fils raconte qu'il voyait Umaga comme un dieu, invincible, un vrai exemple pour lui. Dans le ring, il va continuer sa domination terrifiante en obtenant 2 nouvelles victoires hyper marquantes. Le 31 juillet, il bat Shawn Michaels et le 7 août, il bat Triple H, à chaque fois avec un Samoan Spike, une prise qui a aussi l'avantage de pouvoir être exécutée sur n'importe qui. Pouvez-vous seulement imaginer la crédibilité qu'il a à ce moment-là en termes de victoire de prestige depuis le mois d'avril? D'ailleurs, en ce qui concerne les 2 membres de D-Generation X, Umaga avait failli avoir des soucis avec eux fin 2007, quand ils avaient fait le show Tribute to the Troops en Irak. Apparemment, Shawn Michaels était énervé que le Samoan ait un bas de la même couleur que Triple H et trouvait que c'était un acte irrespectueux. Mais c'est Randy Orton, le champion de la WWE à cette époque, qui a été la seule personne à défendre Umaga contre HBK, le signe d'une vraie amitié entre les 2 hommes. D'ailleurs, Orton avait rendu hommage à Umaga dans un tweet en novembre 2022. Pour lui, il était comme un frère. Et il avait aussi partagé une photo une fois où on voyait Umaga qui portait le slip de Randy Orton. La vipère dit du bulldozer samoan que c'était un vrai ami. Un des gars les plus drôles en coulisses. Mais pour revenir à 2006, après toutes ces victoires incroyables, Umaga va avoir une courte rivalité avec Kane, qu'il affrontera au pay-per-view Unforgiven, et aussi à Raw, le 9 octobre. Un match que le Samoan va gagner, ce qui obligera Kane à quitter le show rouge. À propos de cette période, Armando Estrada raconte: le match entre Umaga et Kane à Unforgiven 2006 était leur premier affrontement télévisé. J'ai fait une longue promo, ce qui n'a pas plu aux officiels après. Le public était à 100% avec nous. J'ai vu des fans dans la foule qui avaient écrit ma catchphrase en entier sur des pancartes. C'est ce qui m'a montré que j'avais réussi. On peut aussi relever le Raw du 16 octobre dans lequel Umaga a tatané 2 membres de l'émission Jackass, notamment Steve-O, bien plus violemment que prévu, et pour une raison très simple. Le fameux Steve-O s'était mis à rire après s'être fait martyriser par Umaga, alors que le Samoan lui disait de rester à terre et de vendre ses coups. Mais comme il ne le faisait pas, Umaga avait décidé d'aller le frapper pour de vrai, pour qu'il fasse enfin un bon selling. Plus tard, en coulisses, Armando et Umaga iront remercier Steve-O d'avoir travaillé avec eux, et ce dernier leur avait dit: c'est quand que c'est à nous les gars? Ce qui montre à quel point ça l'avait fracassé. Steve-O a admis plus tard que les coups que Umaga lui a donnés, c'était parmi les moments les plus douloureux de sa vie.
L'aboutissement de tout ce momentum impressionnant depuis des mois, de ce nouveau personnage à la crédibilité maximale, est la rivalité qu'il va avoir avec John Cena, le champion de la WWE, début 2007. N'oublions pas qu'à la base, la création de Umaga venait du fait qu'en avril 2006, Vince McMahon, le grand patron, voulait des nouveaux monstres pour nourrir Cena. Et à ce moment-là, on arrivait enfin à ce qui était la mission du bulldozer samoan à la base, représenter une menace légitime pour Mr. You Can See Me. Et paradoxalement, ça va à la fois mener à un des meilleurs matchs de la carrière de Umaga, je trouve, mais aussi à des décisions de booking écœurantes. Alors que le bulldozer samoan est dans une série d'invincibilité qui dure depuis 9 mois, il va affronter John Cena pour le titre au show New Year's Revolution, le 7 janvier 2007. Et là, va se passer un événement qui, personnellement, m'excède. Cena va être le premier à battre Umaga. Et même pas de manière dominante. Alors qu'il a beaucoup subi pendant tout le match, il va voler la victoire sur un roll-up. Je trouve que c'était une très mauvaise décision. Une fois de plus, Cena a brisé le momentum d'une superstar dont l'aura reposait sur cette invincibilité. Alors certes, Umaga avait gagné entre eux à l'été 2006, mais ça me reste en travers de la gorge, parce qu'il aurait dû bien plus galérer au lieu de gagner dès leur premier vrai match sérieux en pay-per-view. En plus, avec un roll-up, ça envoie le message « On veut que Super Cena gagne, mais on l'assume pas non plus complètement. » Et le pire dans tout ça, c'est que quelques mois plus tard, il fera pareil avec le Great Khali, sur qui il sera aussi le premier à faire le pin à One Night Stand en 2007. C'est d'ailleurs fou de se dire que le Great Khali a débuté quelques jours après Umaga en avril 2006 et que les deux monstres ont vu leur aura être brisée par Cena en 2007. Finalement, Vince McMahon a été fidèle à ce qu'il avait dit dans cette réunion avec les scénaristes en avril 2006. Ils ont bien créé des monstres et ils les ont tous les deux donnés à Cena. Alors même si cette décision de booking m'a excédé, je dois reconnaître que le Last Man Standing match que Umaga et Mr. Hustle Loyalty Respect ont eu au Royal Rumble quelques semaines plus tard était exceptionnel. Déjà, j'aimerais dire que Cena y était sérieux et adulte. C'était la version de lui que je préfère, avec des couleurs sobres. Umaga, lui, était fidèle à ce côté sauvage que je trouve génial depuis ses débuts. Il tire la langue, il crie, il a aussi des dents en or. On notera également que dans son titantron, on voit une sorte de masque avec des yeux rouges, qui n'est pas sans rappeler le masque dans le jeu vidéo Crash Bandicoot. Quand je regarde Umaga, je vois vraiment un animal. Et ce face-à-face que les deux hommes ont eu au début était génial, je trouve. Il y avait une alchimie et un contraste incroyable entre d'un côté le super-héros et de l'autre le monstre. Le in-ring de Umaga était puissant et varié, entre le Samoan Spike, le Samoan Waking Ball, le Splash, le Samoan Drop et une sorte de Bear Hug. C'était un match violent, comme le moment où Cena a balancé l'escalier du ring sur son adversaire, le splash sur la table de Umaga que Cena évite, le sang bien sûr, l'énorme coup de moniteur aussi. À un moment, Cena fait même un comeback à la Hulk Hogan et ça rappelle vraiment le catch à l'ancienne, dans le bon sens, à savoir un babyface héroïque qui doit vaincre le grand méchant monstre. Et au moins, Umaga aura réussi à mettre en avant Cena comme le combattant ultime dans ce match. Je trouve le finish d'une originalité incroyable aussi. Cena va faire sa prise de soumission du STF, mais il va aussi utiliser la corde du ring pour étrangler Umaga, ce qui crée un visuel hallucinant, avec un Cena en sang qui jette ses dernières forces dans cette bataille pour gagner. Ça mènera à un pass-out du Samoan et à un compte de 10, et donc une nouvelle victoire du leader dans la C-Nation. À propos de ce finish, Mike Chioda, l'arbitre du match, raconte « John Cena l'a étranglé pour de vrai. Umaga a perdu connaissance, il ne répondait plus. J'étais mort d'inquiétude. » En coulisses, après le match, Umaga a dit à Chioda qu'il essayait de lui dire qu'il étouffait, mais qu'il n'y arrivait pas, parce que Cena le serrait trop fort. Chioda lui a dit « Je croyais que tu faisais du selling !» Mais le Samoan lui a dit « Oh, Ous, j'essayais de te parler, mais ça sortait pas !» En tout cas, ce match exceptionnel entre les deux hommes est aussi, pour Zilla Fatou, le match préféré de son père.
La question qu'on se pose après ça, c'est est-ce que Umaga peut se relever de ces 2 défaites contre Cena? Est-ce que sa crédibilité est intacte? Selon Jim Ross, ça ne tue pas un personnage qu'il perde. Il gardait son momentum à ses yeux. Mais à mon humble avis, il aurait fallu une rivalité plus longue avec Cena, avec au moins une victoire marquante en pay-per-view. Armando Estrada en tout cas dit « J'ai aimé toute cette série d'invincibilité et le booking de Umaga dès le départ comme un monstre inarrêtable, détruisant tous les babyface sur son passage, notamment Triple H, Shawn Michaels, Kane, pour finalement arriver à John Cena, qui a été le premier à tuer le dragon. » La prochaine grande mise en avant du bulldozer samoan, et ce qui sera le point culminant de sa carrière, aura lieu à WrestleMania 23 en 2007. Cette année-là, la WWE organise une bataille des milliardaires entre Donald Trump et Vince McMahon. Chacun va devoir choisir un représentant et le perdant sera obligé de se faire raser le crâne. Et c'est Umaga que Vince va choisir pour le représenter, ce qui est quand même pas rien je trouve. En plus, dans une affiche qui va avoir beaucoup d'attention médiatique. Pourtant, ça avait failli tomber à l'eau pour le Samoa. Comme le raconte Armando Estrada, pendant une tournée au Mexique, peu de temps avant la bataille des milliardaires en 2007, on avait l'habitude avec Umaga que pendant son entrée dans les house shows, il regardait méchamment les fans au premier rang. Et parfois, il attrapait une chaise comme s'il allait les frapper, puis j'arrivais pour l'arrêter. Un jour, on faisait ça au Mexique. Umaga va pour faire des grands gestes avec la chaise, mais elle lui glisse des mains, et sans faire exprès, il frappe la tête d'un fan au premier rang. On s'est tout de suite dit « Oh mon Dieu, on va être viré, on va pas aller à WrestleMania !» Avec Umaga, on s'est regardé en nous disant « Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait n'importe quoi !» Je regarde le fan qui se relève en disant « Ouais !» Et je lui disais « Tout va bien, amigo ?» Je dis au responsable de la sécurité de lui apporter des produits dérivés, de s'assurer qu'il va bien et qu'il ne fasse pas un procès. On n'est pas passé loin. Heureusement, cette histoire s'est bien terminée. Dans cette route vers WrestleMania 23, Umaga va même gagner son premier titre à la WWE, le titre intercontinental, le 19 février contre Jeff Hardy, ce qui lui donne encore plus de crédibilité à cette période. Donald Trump choisira Bobby Lashley, le champion ECW, comme son représentant. Et ça va mener à un match à WrestleMania qui, à défaut d'être le dernier du show, en était clairement l'attraction principale. D'ailleurs, il faut savoir que ce show est le deuxième pay-per-view le plus vendu de l'histoire de la compagnie, derrière WrestleMania 28, et que jusqu'en 2012, c'était le numéro 1. Vous vous rendez compte comme c'est fou pour Umaga de se retrouver dans ce match pour son premier WrestleMania? En plus, apparemment, à l'origine, c'était même pas lui qui était censé représenter Vince, puisque le vétéran Hardcore Holly raconte dans son livre que c'est lui qui était prévu pour l'être initialement. Comme on s'en doutait, Umaga va perdre, même si c'est pas clean, vu qu'il s'est pris un stunner de l'arbitre exceptionnel pour cet affrontement, Stone Cold Steve Austin. C'est d'ailleurs le deuxième tombé qu'il subit depuis avril 2006. En tout cas, je trouve que pour Umaga, c'était déjà un vrai aboutissement de se retrouver là, dans une exposition maximale. Et personne pourra lui enlever qu'il a été un des acteurs majeurs de l'argument de vente principal d'un des shows les plus regardés de l'histoire de la WWE. Dans les mois suivants, on peut noter qu'il a perdu son titre intercontinental dans le Monday Night Raw du 16 avril à Milan, en Italie, contre celui qui débutait ce jour-là, Santino Marella, même si c'était à cause d'une intervention de Bobby Lashley. Mais Umaga récupérera son titre en juillet. Le 7 mai, Umaga avait battu tout seul l'équipe des Highlanders, et la manière est incroyable, parce qu'après les avoir empilés au milieu du ring, il va faire un double pin sur ses deux adversaires en même temps, ce qui rappelle ce que son cousin Roman Reigns a fait dans le main event de WrestleMania 37. Tout va vraiment basculer en août 2007. Le magazine Sports Illustrated va dévoiler une liste de catcheurs clients d'une pharmacie à Orlando qui vend des stéroïdes sans demander d'ordonnance. Et malheureusement, Umaga en fait partie. Il a reçu de la somatropine entre juillet et décembre 2006, une hormone de croissance. Dans cette liste, il y avait aussi Randy Orton et Edge, entre autres. Même si, selon Jim Ross, beaucoup de gars trichaient à cette époque, la WWE ne pouvait pas se permettre le moindre scandale, surtout qu'il y avait eu l'affaire Benoît en 2007.
Donc sans hésitation aucune, la fédération va suspendre Umaga 30 jours. N'oublions pas non plus qu'il avait déjà été viré en 2003 par la fédération, et que ce nouveau contrat était en plus une deuxième chance pour lui, qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Juste avant de le suspendre, la compagnie va lui faire perdre son titre intercontinental le 3 septembre contre Jeff Hardy, et comme un symbole, c'est la première défaite 100% clean, sans roll-up ni intervention, du personnage de Umaga. Cet événement marque le début des problèmes pour le Samoan, puisqu'il vivra les 2 années suivantes plusieurs moments très compliqués. Et hélas, comme vous le verrez dans le prochain épisode, ils mèneront à une fin tragique. Et voilà pour l'épisode 3 de notre série sur l'incroyable Umaga, une superstar qui a marqué toute une génération de fans et dont l'histoire n'est finalement pas aussi connue qu'elle devrait l'être, vu à quel point elle est riche, mais hélas tragique. Dans le prochain épisode, on retracera ensemble les épreuves difficiles qu'il a dû traverser en 2008 et 2009 qui termineront pour de bon son histoire avec la WWE. Vous en apprendrez plus sur l'être humain qu'il était, notamment à travers son amitié avec Jeff Hardy, et sur la manière dont ses proches et même Vince McMahon ont vécu cette tragédie qui est arrivée le 4 décembre 2009. Après avoir exploré l'âge d'or du bulldozer samoan dans la compagnie, j'ai une question à vous poser. Est-ce que selon vous, Umaga aurait mérité d'être à un moment le champion WWE? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, le côté sauvage de Umaga vous a impressionné, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.